J'aime beaucoup cette phrase de Michel Foucault qui disait « Les commencements sont obscurs ». Alors, furent-ils obscurs pour vous? Alors moi, les commencements ont été obscurs au sens où je pense que j'ai eu une enfance, une adolescence et tout ça assez normale. J'étais pas du tout un rat de bibliothèque. Enfin, j'ai toujours lu beaucoup. Mes parents sont artistes, donc mes parents étaient autodidactes. Ils n'ont pas fait d'études, mais voilà, un vrai goût pour la littérature, pour la pensée, le cinéma, le théâtre, la musique. Donc je fais partie d'une famille avec un grand capital culturel, mais j'étais assez, en tant que fille d'artiste, je pense, assez méfiante, un peu du côté très jargonnant, voilà, la psychanalyse, la philosophie. J'étais adolescente très méfiante des films de Straub, des trucs où on comprenait rien, où il se passe rien pendant 4 heures. Bon, moi, j'étais assez mainstream, en fait, à penser que finalement, c'était bien aussi d'aller boire des coups avec des copains. La chose qui m'intéressait le plus, c'était de pouvoir parler avec des gens de plein de milieux différents et d'être très, très fluide socialement. Ça a été quelque chose de très important pour moi et qu'il est toujours, même si je trouve qu'avec le temps, c'est plus difficile. Mais ma mère a grandi dans le Var, j'ai passé beaucoup de temps là-bas et je suis très attachée à ma vie là-bas, aux gens que j'aime là-bas, etc. Mon père est corse, j'ai la même chose en Corse. J'ai beaucoup aimé pas être vraiment la parisienne intello et tout ça, sachant qu'en même temps, j'ai toujours lu énormément. Donc, je lisais des classiques. Voilà, je sais pas, à 12 ans, je lisais Les Mémoires d'une jeune fille rangée, Les Misérables, Stendhal, Balzac. Enfin, j'adorais la littérature. Mais voilà, comme ça, un peu en dilettante. Et puis, voilà, en bonne élève. J'étais bonne élève, mais voilà, le syndrome de la bonne élève qui travaille pas des masses, mais qui est bonne élève. Et puis, ça m'intéressait, l'école, apprendre des choses. J'ai toujours aimé beaucoup apprendre des choses. Et puis, je suis arrivée en terminale. Et voilà, en tant que fille d'artiste, on m'avait dit, tu vas voir, la terminale, c'est la philo, c'est fou, la philo. Et tout. Donc moi, j'avais super hâte de faire de la philo, sachant qu'en même temps, j'avais essayé de lire des trucs de... Je me souviens d'une conversation avec ma mère où elle lisait à ce moment-là l'herméneutique du sujet de Foucault et que je lui avais dit, mais tu vois, je comprends même pas le titre du livre que tu lis. Je lui avais dit, c'est pas possible, je suis dans un des meilleurs lycées parisiens, une très bonne élève, je comprends même pas le titre. Je lui disais, donc tu vois bien, tes copains là, ils écrivent des trucs qui sont inaccessibles pour le reste du monde. Et ça, moi, c'est un truc qui m'a toujours mise très en colère, l'idée d'écrire pour des happy few. J'ai toujours eu un truc très fort de pas aimer que les choses soient pas accessibles aux gens de bonne volonté. Et ça a été un truc très fort pour moi, mais très jeune. Et donc, j'arrive en philo en terminale, et là, j'ai une prof, comme dans vraiment les gags sur les profs de philo de terminale. Mon premier cours de philo, c'est le 12 septembre 2001. Qu'elle arrive, une petite bonne femme, vieille comme ça, avec une grande cape, et puis elle rentre dans la pièce et elle dit « Mes enfants, le monde est en guerre ». Je me dis, waouh, ça va être spécial cette année. Et puis elle dit, moi, j'ai lu tous les classiques. Elle nous fait bien comprendre qu'elle a été première à la grecque. Je ne sais même pas si c'est vrai, mais que donc ça ne l'intéresse plus de lire les textes de philosophie classique. Tant et si bien que le seul livre qu'on lit pendant cette année-là, ce sont les Règles pour le parc humain de Sloterdijk, qui est un texte intéressant, mais enfin, en terminale, si on n'a jamais lu une ligne de philosophie, on comprend rien quand même. Donc je ne comprenais rien, on comprenait rien à ce qu'elle racontait, ça ne l'intéressait pas qu'on comprenne quoi que ce soit. Donc je me suis dit, bon, vraiment, je suis pas tellement faite pour ça, bon. Et puis, bonne élève, donc je me dis, je vais aller en prépa, c'est le truc que font les bons élèves, et puis je demande tous les types de prépa possibles. Donc voilà, je peux aller en maths sup à Saint-Louis, et puis en prépa HEC, je sais plus où, enfin je fais comme ça, là, je savais pas trop, je vais à des portes ouvertes, et puis je me dis quand même, j'ai pas eu de chance parce que j'ai pas eu de cours de philo du coup cette année vraiment, donc je suis prise en Hippocagne à Henri IV, et puis je me dis, bon allons-y,
ce sera l'occasion de faire de la philo, entre autres. Après, comme j'ai des parents artistes, gauchistes et tout, mon père me supplie de ne pas aller à Henri IV en me disant « Tu vas chez les bourgeois, mais va à Paris 8, voyage, drogue-toi, baise, et pourquoi tu es si conformiste et tout. » Bon, moralité, je vais quand même à Henri IV. Et là, encore, j'ai un prof de philo, beaucoup plus sérieux, mais je comprends rien à ce qu'il raconte. Et je me dis, et puis il nous donne des listes de lecture. Alors voilà, pour le devoir dans 2 semaines, il faut que vous lisiez la métaphysique d'Aristote, la critique de la raison pure, la phénoménologie de l'esprit. Donc moi, je me dis, c'est des livres que je dois être capable de lire comme je lis Balzac. Donc je prends la critique de la raison pure, je comprends rien, j'ai jamais fait de philo. Donc j'ai vraiment un sentiment, je me dis, je suis débile. Et puis, et puis je suis à Henri IV, donc il y a tous les gens qui ont fait le lycée Henri IV qui, eux, godillent dans la philosophie comme si c'était vraiment trop fastoche. Et notamment, cette amie qui me disait, et ça a été vraiment un traumatisme à l'époque, qui me disait « Ah oui, cet après-midi, moi, j'ai reparcouru la critique de la raison pure. » Et je me disais « La vache, moi, ça me prend 20 minutes de lire une page, je suis pas sûre de comprendre. Lui, il reparcourt ça. Donc maintenant, je sais que c'était de l'arnaque, mais... ça m'a pris du temps de comprendre que c'était pas ça la philosophie, que c'était pas reparcourir la critique de la raison pure à 18 ans, et que c'était du travail, et que c'était difficile, et voilà. Et ensuite, j'ai eu un prof de Cagne génial qui m'a ouvert à Foucault, et puis même, je me suis dit, ah ouais, Leibniz, en fait, c'est intéressant, alors que c'était quand même vraiment pas gagné. Et donc, c'est venu assez graduellement. Mais j'étais une bonne élève. Mais j'étais plutôt, en prépa, je faisais plutôt de l'histoire. Et puis, ce prof de Cagne, déjà, je me suis dit, ah ouais, il arrive quand même à parler de trucs qui résonnent avec la vie. Même si c'était très... il a un style très particulier, etc. Mais voilà, je me disais, il y a des textes où j'arrive... Ça parle de la vie. Et je me souviens notamment, on avait beaucoup travaillé sur l'ouverture des Confessions de Rousseau. Et là, je m'étais dit, ah ouais, là, il y a un truc, c'est vraiment... Là, je comprends qu'on s'adresse à moi comme être humain, en fait. Et donc, ensuite, quand je suis rentrée à l'ENS, j'ai commencé à suivre des cours de philo à la fac. Et là ça a été... cette année-là, j'ai eu un double déclic. Le premier, c'est... que Renaud Barbaras, qui faisait le cours sur les méditations cartésiennes de Husserl, moi, Husserl, c'était pas tellement ma tasse de thé, mais arrive le premier jour et il nous dit « Vous allez voir, c'est très difficile. » Dis-moi, je les lis encore, il y a des moments, j'ai envie de pleurer, je suis pas sûre de comprendre, alors que ça fait 30 ans que je les lis, ou 40 ans. Donc, vous allez pas du tout comprendre toutes les méditations cartésiennes, même si vous y mettez du vôtre. Et là... moi, ça a été un vrai soulagement de me dire « Ah ça, je veux bien l'entendre. » Donc moi, là, je veux bien travailler si on me dit que c'est pas que je suis débile, si je comprends pas tout du premier coup. Et moi, ça a été vraiment une ouverture très grande, ce moment-là. Et en parallèle, j'ai commencé à suivre les cours d'Elsa Dorlin, qui donnait des cours de philosophie féministe à Paris 1. Et où là, je me suis dit « Ah, mais donc, il y a des gens qui pensent avec la philosophie des questions... que je me pose chaque jour et qui me semble crucial. » Et en parallèle, j'ai fait Sciences Po et j'ai fait un master d'économie à Sciences Po où je me suis beaucoup intéressée aux femmes dans les pays en voie de développement. Pourquoi est-ce qu'on faisait du microcrédit pour les femmes ? Qu'est-ce qui faisait qu'on s'intéressait tant aux femmes en développement économique ? Et donc, en fait, je suis devenue un peu philosophe comme ça sur le tas. Je me suis intéressée à la question de savoir, par exemple, est-ce qu'il y a une différence d'agentivité économique ? Est-ce que la femme est un homo economicus ? Ou est-ce que, en fait, l'homo economicus, ça décrit que les hommes ? Et donc là, j'étais dans un master super d'économie orthodoxe à Sciences Po. Ils m'ont dit « Ah non, mais ça, vraiment, ça nous intéresse pas du tout. C'est des trucs de philosophes et tout. » Et je me suis dit « alors, vos modèles macroéconomiques m'intéressent pas du tout, mais ça m'intéresse. » Et donc là, je me suis dit « Il faut vraiment que je me concentre sur la philo. » Et Francis Wolff, que j'aime beaucoup, qui était mon mentor à l'École normale supérieure, m'a beaucoup aidée à ce moment-là, alors que c'est pas le plus grand philosophe féministe, mais il m'a dit bon, c'est bien, t'as fait tes trucs là,
tu t'es allé faire de l'économie et tout, mais moi, je sais depuis le début que tu vas finir par faire une thèse de philo. Et maintenant, il faut que tu y ailles, quoi. Il faut que tu te fasses confiance, parce qu'il me disait, t'es tout le temps prise à te dire, je lis pas Plotin du matin au soir en trouvant que c'est le truc le plus cool de la planète. J'aime vraiment la vie et les gens, et ce qui m'intéresse, c'est de penser la vie et les gens. Il m'a dit, c'est une façon de faire de la philosophie, donc tu vas le faire, parce que je lui avais dit que je voulais travailler sur la soumission des femmes. Il me dit, ça, c'est pas un petit projet, tu vas faire ta thèse là-dessus. Donc, il m'a mise en contact avec Sandra Logier, avec qui j'ai fait ma thèse. Et à partir de là, c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidée, parce qu'à partir de là, je me suis dit, bon, allez, on y va. Et donc, j'ai commencé à travailler sur la philosophie féministe. J'ai fait mon mémoire de M2 sur Carole Pateman, qu'on connaît très mal en France, mais qui est une auteure très importante, sur la relecture, en fait, de toutes les théories du contrat. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Le contrat sexuel », qui est toute une relecture des théories de Hobbes, Locke, Rousseau, Pufendorf, sur la façon dont les femmes apparaissent dans ces théories, elle a participé au mouvement de remise en cause de l'universalisme, de montrer qu'en fait, il y a une dimension sexiste de l'universalisme. C'était passionnant. Et donc là, je me suis lancée dans la thèse. J'ai passé l'agrégation en parallèle de ma thèse. Et puis, je suis allée au lycée pendant 1 an. J'ai adoré ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, à partir du moment où j'ai commencé ma thèse, j'ai énormément aimé l'enseignement. Et quand je suis arrivée au lycée, j'ai trouvé que ce qui était vraiment passionnant, c'est que ces jeunes gens allaient faire, pour la plupart de la philo, 1 an dans leur vie, que c'était le seul moment, mais que ça ouvrait des perspectives incroyables pour eux. Je me souviens d'élèves me disant « Mais madame, à cause de vous, maintenant je me demande si je suis un cerveau dans une cuve et comment je sais que le monde extérieur existe. » Bon voilà, je trouvais ça vraiment, ça me plaisait beaucoup. Mais je voulais vraiment faire cette thèse sérieusement. Et donc, j'ai décidé de partir travailler avec une philosophe américaine qui s'appelle Nancy Bauer, grâce à qui, en fait, j'ai découvert Beauvoir, que j'avais déjà lu, mais rapidement, quoi. Donc, avant d'aller travailler avec elle, j'avais lu ses travaux et je m'étais dit, dis donc, elle parle beaucoup de Beauvoir, elle en dit des trucs hyper intéressants, je devrais relire Le Deuxième Sexe. Et j'ai relu Le Deuxième Sexe, que j'avais lu à 18 ans, un été au bord de la piscine, donc il ne m'avait pas laissé un souvenir très précis. Je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça que je voulais faire. Sauf qu'elle l'a déjà fait, elle l'a fait mieux, et donc, en fait, je vais plutôt travailler à partir de ce qu'elle fait. Or, la vérité, c'est que travailler sur Beauvoir en France, c'était pas possible parce qu'il y a personne qui travaille sérieusement sur Beauvoir, en tant que philosophe en tout cas. Et donc, je suis partie outre-Atlantique travailler avec Nancy Bauer. Et finalement, une chose en entraînant une autre, j'ai été recrutée pour enseigner à Harvard la philosophie. Et maintenant, j'enseigne à l'Université de Chicago, mais et en fait, j'essaye d'être à la fois... ce qui m'intéresse, c'est de voir que les féministes françaises ont été importées aux États-Unis, que cette importation a donné lieu à la création d'un vrai courant philosophique structuré, ce qui n'était pas le cas en France, que la philosophie analytique, je veux dire, les grandes philosophes analytiques américaines se servent de Beauvoir, mais en analytique, et réussissent comme... Alors, à mon sens, il y a le fait que comme les États-Unis n'ont pas vraiment d'histoire, et surtout pas d'histoire philosophique très définie, il n'y a pas ce qu'ils appellent les gatekeepers. Il n'y a pas de gens qui disent « ça c'est de la philosophie, ça c'est pas de la philosophie ». Si on respecte les règles en fait formelles, tout peut être de la philosophie. Et ça a permis à ces femmes philosophes de vraiment créer un champ très riche. Il y a plusieurs revues de philosophie féministe qui sont d'un niveau extraordinaire. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de rapatrier ce courant qui vient de France, mais qui est maintenant vraiment américain. Donc, voilà, ces échanges transatlantiques. Et en ça, je suis vraiment une héritière de Sandra Logier, qui a créé ces échanges transatlantiques philosophiques. Et voilà, et donc, là, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer à la fois de rapporter en France ce que je trouve passionnant. Et à ce titre, vraiment, mon livre, c'était... Je voulais parler de ma thèse, mais je voulais montrer que Beauvoir était philosophe, un public français, avec l'idée que dans tous les autres pays du monde, ça va de soi qu'elle est philosophe, elle est au rayon philosophie dans les librairies, etc. Et qu'en France, parce qu'on a cette idée que c'est
la compagne de Sartre, et puis qu'elle est austère, et puis que ci, que ça. On a du mal à la voir comme philosophe. Et je me suis dit, la meilleure façon de montrer qu'elle est philosophe, c'est de montrer qu'on peut faire de la philosophie en lui répondant. Et que je trouve que la philosophie, c'est ça, les grands textes de philosophie. Et la critique de la raison pure, c'est un grand texte parce que c'est à partir de ça que Hegel fait de la philosophie, Marx fait à partir de Hegel. Enfin, c'est comme ça que la philosophie se fait, et d'une certaine manière, donner des lettres de noblesse philosophique à un texte, ça peut se faire en faisant de la philosophie avec ce texte. Mais j'ai gardé aussi très fort cette conviction qu'il fallait pas que la philosophie soit inaccessible. Et c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles je suis heureuse aux États-Unis, c'est que je pense que la philosophie analytique a des côtés très austères, etc. Mais il y a cet impératif de clarté. Et ce truc où on ne peut pas faire des super belles phrases qui cachent en fait que l'argument n'est pas très... Et donc moi, j'ai écrit mon livre en respectant les règles qui sont celles en fait du séminaire de Francis Wolff. Je me suis dit, moi, les deux règles, un peu à la manière de l'Oulipo, je vais me fixer deux règles auxquelles je ne transigerai jamais, qui sont qu'aucun mot technique ne soit utilisé sans être préalablement défini, et qu'aucune référence philosophique ne soit mobilisée qui présupposerait une connaissance initiale ou quelconque de ces auteurs et de ces textes. Et je pense que si on s'en tient à ces deux règles-là, on peut vraiment faire de la philosophie sans pour autant exclure les gens. C'est-à-dire que... Mais ça reste... Ça m'amuse qu'il y a des gens qui me disent « Ah oui, vous avez fait un livre de vulgarisation ». Mon livre n'est absolument pas de la vulgarisation. Je ne fais pas de la vulgarisation, juste je pense que la philosophie doit parler de la vie ordinaire et doit le faire pour tout le monde. Et donc, en tout cas, c'est une des façons de faire de la philosophie et c'est la mienne. Et donc, je veux que ce soit accessible et que ça fasse pas des trucs où on lise le titre et on se dise « Bon, je suis vraiment débile, je comprends même pas le titre ». Vous avez un point commun avec Patrice Madiglier, parce qu'il parle beaucoup de cet impératif de clarté, et avec les mêmes mots. Je reviens simplement sur un point. En quoi ça vous a influencé ou pas d'avoir une mère cinéaste, et que faisait votre père ? Mon père est musicien de jazz. Alors, je pense que l'un comme l'autre m'ont influencé intellectuellement, c'est-à-dire que c'est des gens extrêmement cultivés, extrêmement curieux. Voilà, moi j'ai toujours... je pense que si je trouve qu'apprendre des choses et lire des livres, c'est vraiment génial, c'est grâce à eux. Et après, je pense que moi je me suis aussi sentie pas artiste par rapport à eux, ce qui était un truc pas forcément évident, mais ma mère, elle a compté pour... elle compte pour moi sur plein de raisons, mais dans mon parcours intellectuel, elle a aussi beaucoup compté en tant que figure de femme qui fait des choses. Et que ma mère, c'est quelqu'un elle s'appelle Claire Simon, elle est cinéaste, elle transige jamais, elle travaille énormément, elle a fait beaucoup de films, elle est très engagée dans sa pratique du cinéma. Et c'est vrai que je pense qu'elle m'a fourni un modèle qui m'a permis de me dire, voilà, c'est possible quand on est une femme de créer, d'avoir de l'ambition, c'est bien. Donc elle m'a vraiment donné un modèle de liberté. Ça, c'est sûr que ça a énormément compté. Après, elle m'a aussi donné un modèle de tous les livres qu'elle lisait, auxquels je comprenais rien, où je me disais, bon, moi, j'ai pas du tout envie d'être dans le monde des gens qui parlent une langue que personne d'autre ne peut comprendre. Moi, ce que je veux, c'est que mes copains du Var, ils puissent lire mon livre. Après, c'est pas sûr qu'ils puissent, parce que ils ont souvent arrêté l'école en 3e ou fait un BEP et tout, donc c'est quand même... ils n'ont pas l'habitude de lire des choses vraiment conceptuelles, construites, etc. Mais je veux pas qu'en ouvrant mon livre, ils se disent elle pense qu'on est nul, quoi. Et ça, c'est vraiment... J'ai une conviction de l'importance démocratique de la philosophie, et que même dans la façon, dans ce que je pense, en fait, c'est
je pense que la question des femmes en philosophie, elle ne se pose qu'une fois que la philosophie se démocratise. Et que c'est quand il y a des philosophes de tous bords qu'on commence à penser les oppressions sociales, etc. Est-ce que, dans la mesure où votre livre, bon, on vous a souvent posé la question, mais c'est vrai que c'est à la fois un hasard et pas un hasard, donc il paraît un an après MeToo, et en même temps, bon, votre livre est commencé bien avant, puisque c'est le fruit de votre thèse. Alors comment vous avez vécu ce point de concordance ? Bah, c'est vrai que pour moi c'était drôle parce que j'ai fait ma thèse sur voilà, la soumission des femmes et vraiment, bon, je voyais mes copains qui sont pas universitaires et tout, ils disaient, bon, elle fait son truc de féministe dans son coin, là. Bon, le féminisme, ça n'intéresse plus personne. Et puis après tout, d'ailleurs, est-ce que c'est pas passé de mode ? Bon, après, ce que j'ai toujours vu, c'est que les femmes, quand on leur dit qu'on travaille sur la soumission féminine, elles voient tout de suite de quoi on parle. J'ai toujours eu des réactions très fortes, quels que soient les milieux. Je veux dire, j'ai une grand-mère corse, fille de berger, elle voit très bien de quoi je parle quand je parle de la soumission féminine. Mais c'est vrai que du coup, ça a été très étonnant pour moi que 4 mois après la soutenance de ma thèse, apparaisse ce mouvement où moi, où en fait, ça m'a paru normal, MeToo, j'étais pas du tout surprise qu'il y ait autant de femmes concernées. Pour moi, ça n'a pas été une surprise. Ce qui a été une surprise, c'est que tout à coup, le monde écoute. Parce que les femmes, elles ont toujours parlé, simplement on les écoutait pas tellement. Et donc là, tout d'un coup, le monde écoute. Et c'est vrai que je suis pas sûre que j'aurais écrit ce livre ni si vite, ni sous ce format, sans l'affaire Weinstein, au sens où là, je me suis dit, bon, bah, là, j'ai une possibilité, il se passe un truc où mon livre va pouvoir être lu et va pouvoir être reçu et donc là, j'ai la possibilité de m'adresser à un public qui ne soit pas uniquement universitaire et spécialiste. Mais là, il y a une demande sur ces questions-là. Ça tombe bien que je travaille là-dessus depuis 8 ans. Donc il y a eu une convergence assez heureuse et je pense que il y a très peu de livres théoriques sur le féminisme en France aujourd'hui. En gros, il y a celui de Camille Froide-Vaumétry et le mien à cette rentrée littéraire. Et or, tout le monde a besoin, les hommes comme les femmes, là, de pensées qui nous expliquent ce qui se passe et pourquoi c'est important et comment le penser. Et donc moi, je suis très contente. En fait, j'ai l'impression d'être un peu un Sherpa qui a monté 25 fois le Mont Blanc toute seule et qui maintenant peut dire, bah regardez, je vous montre comment on monte le Mont Blanc. Ça me plaît.